Quand elle est arrivée, elle a voulu planter un arbre. Elle a commencé par planter ce sapin, à mon avis, un peu trop près de la maison et de l'escalier de la cave, mais bon. Et puis le laurier, elle l'a pas planté. Il a poussé spontanément. Ça devait être je sais pas, enfin transporté par les oiseaux sans doute. Bref, il y a un petit laurier qui a poussé et elle m'a dit qu'elle allait le laisser pousser. Et je lui ai dit mais c'est près du mur, ça va devenir gros. On a le temps, on a le temps, on a le temps. Bon voilà. Et donc, on a tellement le temps qu'aujourd'hui, il est incroyable. Laurier sauce, hein. Magnifique. Laurier sauce. Bon, ça s'appelle les fins humaines. Donc, elle voulait faire un sein très grand. Pour elle, c'était le sein nourricier sur lesquels des mains viennent à la recherche d'une nourriture. Ce sont des caresses. Je me souviens que dans un article de Roudil disait que les mains c'était comme des abeilles qui venaient auprès d'une ruche et pour faire leur miel. Bon, elle disait aussi que jamais ces sculptures avaient quelque chose de tragique et que peut-être c'était la seule de toutes ces sculptures qui était un peu grave. Elle rentre aux Beaux-Arts en 1945. Voilà. Et donc elle va travailler avec Pelou, Chancrin, Berthollat, et elle va rester, je crois, jusqu'en 1951, ou peut-être jusqu'en 1954, je ne sais plus. Et puis, quand elle sort de l'école des Beaux-Arts, elle se trouve confrontée avec les réalités de la vie, qui est qu'il faut quand même qu'elle gagne sa vie. Elle a un petit atelier à Saint-Georges, et sans doute pour se payer son loyer et un peu de son quotidien, elle rentre chez un statuaire. Et dans cet atelier, dont elle disait que c'était un atelier de bondieuserie, elle va apprendre le moulage. Et là, elle va passer entre les études qu'elle a fait aux Beaux-Arts, qui sont des petits formats, tout d'un coup, elle va se trouver en train de réaliser des œuvres qui font 3-4 mètres de haut. Donc, elle va découvrir. Et là, il y a quelque chose qui bascule pour elle, c'est-à-dire qu'elle se confronte au volume, aux grandes dimensions, aux très grands formats, et puis elle va apprendre la technique du moulage.
elle disait « je vole la vie, c'est extraordinaire, je vole la vie, je restitue le frémissement du vivant ». Et là, on a l'impression que c'est plus du tout ça dont il est question. Là, il est question de... On descend dans des couches profondes. Je dirais qu'elle y a mis quelque chose qu'elle ne met jamais dans ses œuvres, c'est quelque chose de presque désespéré, en tout cas de la tristesse. Donc là, c'est le buisson ardent. Donc quand elle le commence, je me souviens qu'elle a dans l'idée qu'on soit plusieurs dans cette fontaine, et à moitié cachée, à moitié montrée, comme toujours, hein, quand elle travaille avec les végétaux, il y a du caché et puis il y a du montré. Et là, ça l'enchante. Je me souviens qu'elle riait beaucoup à l'idée qu'on soit des amis, enfin des gens proches les uns des autres, à être tous dans les végétaux. Donc elle sollicite Orlan, dont on voit le visage, là qui va être le visage qui envoie des baisers, parce que cette fontaine, elle décide qu'elle va la faire articuler. Donc Orlan envoie des baisers, les saints vont cracher de l'eau, et puis il y a toute la végétation avec des feuilles de potiron, des feuilles de pommier, des feuilles de cerisier, et autour du visage d'Orlan, ce sera des feuilles de figuier. Elle est montée sur place en Italie, dans la fonderie Belfiore. À l'époque, c'était, je ne sais pas si elle existe encore, et elle va faire l'assemblage sur place. Et la sculpture, la fontaine, sera transportée jusqu'à la place Guichard à Lyon, où elle est maintenant.
mais il n'était pas question qu'elle se noie. Et elle l'a appelé pour une résurrection d'Ophélie. Et d'ailleurs, sous ses reins, vous voyez, il doit y avoir un bon génie qui est dans l'eau, parce qu'il y a 2 mains qui la retiennent et qui l'empêchent de se noyer. Donc c'est pas si tragique que ça. C'est une Ophélie qui flotte au fil de l'eau, mais qui ne se noie pas. Les mains qui sont jointes comme ça, comme des fleurs de nénuphar, je trouve que ça, c'est une très belle idée, parce que c'est évidemment des fleurs de nénuphar. C'est comme ça qu'on les voit, oui. Quand elle l'a faite, donc elle a comme modèle un corps féminin sur lequel elle a moulé ce sexe d'homme, et elle dit que, parce que ce qu'elle raconte, c'est que l'hermaphrodite parfait n'existe pas. Et là, elle fait un hermaphrodite parfait, c'est-à-dire tel que ça n'existe pas. Voilà. Un jour, elle me dit, parce que ça venait toujours de but en blanc, comme ça, on avait des conversations, puis tout d'un coup, elle s'arrêtait, puis elle me disait, j'en ai marre du Mannequin Peace. J'en ai marre que les petits garçons, cette espèce de pont d'or qu'on leur fait, ils ont le droit de tout faire, ils peuvent pisser dans la rue, personne ne leur dit rien. Non seulement on leur dit rien, mais on en fait une sculpture, voilà, il est au sommet de cet obélisque, il fait pipi, et je vais faire quelque chose, je vais faire une petite fille. Donc, voilà, elle décide qu'elle va faire une petite fille qui fait pipi sur le trottoir. C'est comme ça qu'elle l'appellera, la petite fille qui fait pipi sur le trottoir. Parce que dans le fond, quand on regarde son œuvre, le politique n'est jamais loin. Donc c'est sa révolte. Et c'est ce qui me surprend toujours, moi, c'est de me dire, parce que j'ai quand même entendu des colères, et je me dis, d'une colère, ça devient quelque chose qui est d'une douceur incroyable. Elle a toujours, dans toute sa vie, écarté tout ce qui pouvait être dramatique. Les films dramatiques, elle était bouleversée et elle disait je préfère regarder ce qui est positif, et elle voulait être dans du positif et dans toujours ce vivant, ce joyeux, ce qui vous rend heureux, l'amitié, l'amour entre les êtres, le fait de se toucher, de savoir si on va bien. Voyager dans les œuvres de Geneviève Baumer, c'est voyager dans un monde presque onirique, en tout cas poétique et non dénué d'espièglerie. Bien qu'elle utilise la technique du moulage, qui est l'exacte empreinte du modèle, elle ne cherche pas à nous montrer une réalité à la manière des hyper-réalistes. Ce qui l'intéresse, c'est l'idée de quelque chose, des mains jointes qui deviennent des fleurs de nénuphar, une vierge à l'enfant qui devient une Vénus portant Cupidon, un parterre de potirons dont les fruits sont des fesses,
une dame aux camélias dont on ne connaît que le dos. D'une sculpture à l'autre, elle montre le vivant dans sa plus grande simplicité, la nudité des corps, le bruissement des feuillages, le frémissement de la peau. Elle nous dit quelque chose, elle nous dit la beauté, la vie, l'enchantement, nous faisant voyager dans l'histoire de l'art en adressant un clin d'œil à Rembrandt, Michel-Ange, Cranach, Gabriel d'Estrée, Botticelli, Burne-Jones. Mais au-delà de cette tranquille évidence, Geneviève Baumer nous dit aussi autre chose, concernée par la politique, la condition des femmes, la place de la culture, les guerres. Elle est une femme de son temps, témoin de son époque. Jeanne Devy nous montre une construction de l'Europe bien difficile. Les fins humaines évoquent la faim dans le monde et nos manques affectifs. Marie des Cerises est une vierge insolente qui piétine le dogme. La petite fille qui fait pipi sur le trottoir répond au mannequin piece. Synthèse nous parle de transgenre. Fanny est une dédicace aux femmes culottées de l'histoire. Marianne 2002 est en larmes. Vois-tu ce que je vois ? Nous demande Geneviève Baumer avec ses petits ronds. Une manière de nous dire que son œuvre est un tiroir. Peut-être, à l'image d'elle-même, si expansive dans la vie et si secrète dans son âme. Avec elle disparaît non seulement une immense artiste, mais aussi un savoir-faire qui n'a plus cours aujourd'hui, celui du moulage sur nature. Et en cela aussi, son œuvre est exemplaire.